Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule « La science photographique du 19e siècle ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. J'en profite également pour vous informer que nous aborderons beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de progrès photographiques et scientifiques dans cet épisode. Et bien évidemment, afin que sa durée n'en devienne pas indécente, je suis obligée de survoler une grande partie des sujets traités. Mais pas de panique. Je compte bien réaliser à l'avenir un épisode pour chaque invention afin que vous puissiez saisir l'ensemble des enjeux et évolutions de cette époque. Et pour que vous ayez voix au chapitre, je vous invite bien évidemment à rejoindre mon Patreon pour participer au vote exclusif lié à cet épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Le 3 juillet 1839, la Chambre des députés se réunit pour assister à la démonstration d'une image plus réelle que ce qui a existé jusqu'alors. Et c'est par les mots de l'influent et charismatique François Arago qu'est présenté le daguerréotype, une image nette dans les moindres détails, brillante aux yeux de ses politiques. François Arago n'a plus qu'à étaler son savoir scientifique en photométrie, météorologie et même astronomie pour convaincre définitivement son auditoire du plein potentiel d'un tel procédé. Lors de cette présentation, tous voient au-delà d'un simple avenir scientifique. Cette invention devient dans leur esprit un merveilleux moyen de prouver à l'échelle internationale que la France est réellement ancrée dans un progrès social et industriel. Le daguerréotype est une invention républicaine et devient donc un enjeu patriotique qu'il est nécessaire de faire connaître au monde entier, et il en va même de la réputation de la France. Commence alors une commercialisation à l'échelle internationale du procédé. En mettant en avant les atouts scientifiques du nouveau médium, les grands de ce monde font la course à l'achat, rêvant de révolutionner leur propre champ d'expertise. François Arago, étant lui-même astronome et directeur de l'Observatoire de Paris, permet une véritable élévation du médium photographique dans ce domaine si cher à son cœur. Et pourtant, tout n'est pas gagné. En effet, lors de sa présentation à la Chambre des députés, l'une des images montrées représenterait, soi-disant, la Lune prise par Daguerre. Mais la seule chose visible sur la plaque, c'est une simple tache blanche sur un fond noir. Alors, ok pour la Lune. Mais même les politiques savent qu'ils méritent mieux. Cette quête astronomique est pleine d'embûches. Et pour cause, la sensibilité du daguerréotype est encore trop faible pour être véritablement utile aux astronomes. Il faut attendre près de 20 minutes pour que l'image se fasse. Et dans ce laps de temps, la Lune poursuit son chemin autour de la Terre. Et donc, le résultat est toujours le même, cette fameuse tache blanche sur fond noir. Et c'est un certain John Adams Whipple qui parvient enfin à réaliser la première photographie détaillée de la Lune. En 1851, l'astronome adapte le télescope de l'Observatoire d'Harvard aux États-Unis pour qu'il puisse suivre le mouvement de la Lune durant ces longues minutes de pause. Et autant dire que le résultat est phénoménal. La Lune est dans toute sa splendeur. Dans une douceur de nuances de gris se révèlent des cratères que seuls les scientifiques pouvaient jusqu'alors observer à l'aide de leurs instruments optiques. Désormais, la population entière peut admirer cet astre des heures durant. Cette première photographie astronomique est exposée la même année lors de l'Exposition universelle de Londres et il ne faut attendre que 5 ans pour franchir la nouvelle étape, photographier une éclipse solaire. Mais que se passe-t-il en France ? Auguste Adolphe Berthe souhaite intégrer la photographie à un tout autre domaine, la microbiologie. Son souhait est de figer un sujet 10 fois plus gros qu'il n'est en réalité.
Autrement dit, photographier un sujet invisible à l'œil nu. Pour ce faire, il parvient à fusionner un microscope à une chambre photographique et appelle son invention la photomicrographie. Son étude photographique est présentée de 1853 à 1870 au grand public et pour la plupart des spectateurs, c'est la première fois qu'ils observent des poux, des puces, des mites, des antennes de mouches, des aiguillons d'abeilles, des poils de chauve-souris et j'en passe. De quoi émerveiller petits et grands. Maintenant que la photographie parvient à représenter à la fois l'infiniment grand et en même temps l'infiniment petit, une autre révolution photographique approche à grands pas. Je vous ai prévenu, on va aborder beaucoup de révolutions photographiques. Le médecin Étienne Jules Marais s'associe au photographe Edward Muybridge, dont vous connaissez certainement le nom, pour étudier la locomotion mécanique de l'animal et de l'humain. En d'autres termes, plus vulgarisés, tous deux souhaitent décomposer le mouvement pour mieux l'analyser et l'étudier. Et pour y parvenir, on leur lance un défi. Décomposer le mouvement d'un cheval au galop afin de savoir si, oui ou non, lors de sa course, les 4 sabots du cheval se retrouvent simultanément en hors contact du sol. Alors oui, cette question peut vous paraître un tantinet bête aujourd'hui. Mais à nouveau, plongez-vous au 19e siècle. Les courses de chevaux sont courantes et les peintres reçoivent beaucoup de commandes, demandant de les représenter en plein galop. Mais leur mouvement est extrêmement complexe et dépasse ce qui est perceptible à l'œil humain. Autant dire qu'aucun artiste ne parvient réellement à le déconstruire, et pour ceux qui se risquent à représenter un tel mouvement, eh bien ils représentent des chevaux en lévitation, volant au-dessus du sol, les 4 pattes en l'air, dirigées vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et si vous avez du mal, vous trouverez dans mon article l'exemple d'une telle représentation picturale. Autant dire qu'un tel défi de décomposition n'est pas anodin au XIXe siècle, et il s'inscrit clairement dans l'air du temps. Et pour répondre à cette demande, Edward Muybridge invente un premier prototype de la photographie en rafale. Pour ce faire, il positionne 12 chambres photographiques, dont chaque obturateur est déclenché au contact du cheval. 12 photographies sont ainsi prises d'affilée, affirmant que, oui, les chevaux en plein galop se retrouvent les 4 fers simultanément hors contact du sol. Mais contrairement aux représentations picturales, les membres du cheval sont dirigés vers l'intérieur, non vers l'extérieur. De quoi révolutionner la représentation d'une course de cheval au galop. De 1870 à 1890, Muybridge améliore son dispositif de rafale. Tandis qu'au départ, 12 photographies étaient réalisées puis positionnées côte à côte sur une planche, le photographe parvient à obtenir la décomposition de mouvements sur une seule photographie, grâce au déclenchement simultané d'un même obturateur. Son travail permet une grande amélioration technique du boîtier photographique, mais elle contribue également aux premières études et analyses physiologiques du corps humain. Et à l'image de Muybridge qui tend à figer ce mouvement, l'Américain William Nicholson Jennings est sur la voie de révolutionner à son tour un autre domaine, encore une fois, qui est la météorologie. En 1882, Jennings parvient à photographier pour la première fois de l'histoire la foudre. Cette fois-ci encore, et pour une énième fois, on va faire ça tout au long de l'épisode, je vous préviens, on se replonge au 19e siècle. Car avant ces premières images de foudre, jamais il n'avait été possible de regarder plus d'une microseconde la lumière d'un éclair, empêchant donc de nombreux artistes de les représenter sur leur toile. Et pour ceux qui s'y risquaient, les éclairs étaient peints en forme de zigzag, en forme de Z, chose que nous savons totalement erronée aujourd'hui grâce à William Nicholson Jennings. Jusque dans les années 1890, le photographe continue son travail autour de la foudre jusqu'à vouloir lui-même créer des éclairs artificiels. Et oui, vous l'avez dans le mille. C'est ainsi qu'il devient l'inventeur de la photographie au flash. Mais cette histoire, je vous la réserve pour un autre épisode. Dans les années 1850, soit 10 ans après la commercialisation de la photographie, le milieu médical s'empare du nouveau médium. Et les premiers lieux à en faire usage, ce sont les asiles psychiatriques. Parmi les praticiens de la photographie médicale se démarque Guillaume Benjamin Duchesne de Boulogne. Oui, son nom de famille est vraiment à rallonge. Alors attention, ce médecin n'est pas n'importe qui. Il exerce à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris, dans le domaine de l'électrothérapie sur malades mentaux.
Sa pratique photographique s'exerce donc sur les malades avec pour volonté de figer leur réaction au moment où ils reçoivent des chocs électriques. Oui, c'était plutôt barbare. Mais pour ses confrères, c'était on ne peut plus normal, à tel point que ces photographies font sensation. Elles sont tout d'abord publiées en 1862 dans un ouvrage intitulé « Album de photographie pathologique complémentaire » du livre intitulé « De l'électrisation localisée ». Et c'est ce même ouvrage qui est repris une dizaine d'années plus tard par Charles Darwin dans son étude sur les émotions humaines et animales. Évidemment, il est difficile, voire même impossible, d'aborder les asiles psychiatriques du 19e siècle sans parler des études sur l'hystérie. Et là non plus, la photographie n'échappe pas à la règle. C'est Désiré Bourneville qui, sur demande de Jean-Martin Charcot, photographie les cas d'hystérie à l'hôpital de la Salpêtrière. Les études sont tout d'abord tournées vers les femmes, puis c'est Albert Londe, en 1882, qui pousse l'étude sur les cas d'hystérie masculine. Alors l'objectif de ces productions était d'apporter un regard clinique sur les patients, tout en offrant un support utile à l'analyse médicale des multiples crises. De 1860 à 1880, soit durant 20 ans, la photographie médicale prend un tel essor que les hôpitaux eux-mêmes veulent posséder à la fois leur propre atelier photographique et leur propre collection d'images médicales. Alors à quelle fin me direz-vous ? Eh bien, dans le but d'effectuer un suivi des malades et de constater des évolutions des maladies sur les patients. Ces ateliers et ces collections ont par ailleurs été d'une certaine utilité pour constater des symptômes de la syphilis et du lupus systémique. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, Google est votre ami. Mais ces images atteignent rapidement leurs limites. En effet, la photographie durant ces décennies est uniquement en noir et blanc et les peintres sont donc appelés pour révéler d'autres symptômes liés au changement de la pigmentation. Ils vont donc coloriser les images, mais ces interventions sont souvent sujettes à interprétation, ce qui falsifie des preuves qui se doivent tout de même irréfutables. Arrivés aux années 1870, d'autres médecins s'intéressent également à la photographie à des fins d'études anatomiques et à visée pédagogique. Et le plus souvent, ces images sont cantonnées au simple rôle d'illustration dans les traités de médecine, mais elles sont aussi utilisées pour les étudiants en médecine qui ont interdiction de réaliser des dissections jusqu'en 1880. Alors bien évidemment, dans ce domaine, on parle de photographie de dissection, mais pour qu'une photographie anatomique soit utile à la médecine, les photographes et scientifiques ne sont pas du tout obligés d'aller aussi loin. Très souvent, les photographies représentent des hommes et des femmes, bien vivants, nus ou semi-nus, dans des mises en scène dévoilant le fonctionnement du squelette et des fibres musculaires. Je vous en mets quelques exemples sur mon article. Mais la véritable révolution photographique et médicale n'arrive qu'à la toute fin du 19e siècle, en 1895. Et c'est cette même année que le physicien allemand, je m'excuse vraiment si j'écorche son nom, Wilhelm Conrad Röntgen, invente la photographie au rayon X, une radiographie qui révèle la structure interne du corps humain et qui promet une révolution dans le milieu médical. Pour obtenir un tel résultat, Röntgen couple une chambre photographique à un tube à décharge électrique. Et lors des différentes expériences, il place des objets entre la plaque photographique et la source à rayonnement X, ce qui lui permet d'observer un taux variable de transparence sur ces différents objets. Et alors, il décide, quelle merveilleuse idée, d'aller plus loin en demandant à sa femme de placer sa main à l'emplacement des objets. Et c'est alors que Röntgen observe sur la plaque apparaître les os de son épouse. Il s'agit là de la toute première radiographie de l'histoire que vous trouverez dans l'article de cet épisode. La photographie du 19e siècle introduit un nouveau système de pensée que l'on appelle la typologie. Commence alors un sérieux travail scientifique de répertoriage et de classification d'espèces vivantes, et autant dire que tout y passe, que ce soit les animaux, les végétaux, voire même les êtres humains. Alors commençons d'abord par les animaux. Les photographies typologiques d'animaux se devaient d'être les plus neutres possibles, présentant le sujet de profil sur un fond neutre, accompagné de légendes spécifiant le nom de l'espèce, sa race, son âge, son lieu et ses conditions d'élevage. Des photographes typologistes les plus connus, nous pouvons citer le comte de Montizon, dont les photographies sont principalement réalisées dans des jardins zoologiques.
L'occasion de classifier des espèces non européennes sans nécessiter de voyager à l'étranger. À observer son travail, on peut facilement deviner que le photographe prend beaucoup de liberté. Qu'on soit tous d'accord, une photographie typologique se doit au maximum d'être neutre. Et pourtant, le comte de Montizon positionne ses photographies de telle sorte à ce qu'elles forment une narration, accentuant la notion d'élevage ou encore de prédation entre les différentes espèces. Dans le domaine de la typologie végétale, c'est la photographe Anna Atkins qui se démarque en première grâce à ses herbiers réalisés avec la technique du cyanotype. Alors si vous ne connaissez pas la technique du cyanotype, pour être assez brève, sachez que c'est un procédé photographique négatif et monochromatique tirant sur le cyan, d'où son nom cyanotype, et qui est beaucoup utilisé dans le domaine de la botanique. Dans les herbiers d'Anna Atkins, on retrouve des fougères, des brins d'herbe mêlés à des algues, constituant ainsi les toutes premières typologies des végétaux dans le domaine de la botanique. Et un petit fun fact, en passant, sachez qu'Anna Atkins serait la première femme au monde à avoir pratiqué la photographie. Autant dire que c'est la grande classe. Allez, c'est parti. Il est temps d'aborder le fameux sujet de la typologie humaine, et je vous invite à bien vous accrocher pour cette dernière partie. La typologie humaine débute sur demande des anthropologues et ethnologues qui souhaitent utiliser la photographie comme preuve à la hiérarchie des races humaines. Oui, je vous ai bien averti, on n'est pas sur une perception douce et joviale de la photographie. Et pour appuyer leurs propos, des photographies d'individus sont réalisées accompagnées d'informations utiles à leur classification. Contrairement aux végétaux et aux animaux, il n'est plus du tout ici question de nom, d'origine ou que sais-je. Non, on parle ici de mesures corporelles, donc des informations directement liées au physique, et ces données étant motivées par le courant de pensée darwiniste du 19e siècle qui sont sujettes à interprétation. Autant vous dire que ce système de typologie n'est clairement pas fameuse ni éthiquement morale. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que cette classification humaine évolue à des fins utiles grâce à Alphonse Bertillon qui ouvre sur une classification introduite dans les services de police permettant de répertorier les criminels. Des fiches leur sont donc attribuées informant de leur nom, de leur âge, de la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux, le tout complété par une empreinte digitale. Je pense que vous faites le rapprochement, il s'agit ici de l'ancêtre de la carte d'identité. Et je ne vous cache pas que très rapidement, cette nouvelle typologie est utilisée à des fins abusives. Alors j'espère pouvoir vous expliquer pourquoi dans un épisode consacré à l'histoire de la photographie judiciaire. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en me donnant vos avis pour que je puisse m'y atteler dès que possible, car c'est un sujet très complexe et qui va me prendre beaucoup de temps, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.